Aujourd'hui, le but de ce meet-up, en fait, de vous parler de la contribution de l'automatisation de tests à l'amélioration de la qualité du logiciel. Du coup, on va voir ensemble dans ce meet-up qu'est-ce qu'un test automatisé, pourquoi automatiser les tests, pourquoi en fait automatiser le test, les différents types de tests automatisés, comment mettre en place l'automatisation, qui contribue au test automatisé et la mesure de l'efficacité de l'automatisation. On va voir aussi l'implémentation de tests automatisés, quelques outils de l'automatisation, en fait, les plus célèbres qui sont utilisés aujourd'hui par des différentes entreprises. Une comparaison entre Cypress et Selenium. On va aussi voir the best practice pour écrire son script et, si le temps nous permet, une démonstration en fait d'un cas de test sur Selenium. Et ben, on va finir par une conclusion. Donc, qu'est-ce qu'un test automatisé? L'automatisation déjà de tests, c'est un processus des outils logiciels qui sont utilisés pour exécuter des tests rapidement et de façon répétée, de manière automatique. L'automatisation consiste à créer des scripts, des tests qui simulent les actions d'un utilisateur sur une application web ou bien une application mobile pour évaluer si le résultat est conforme aux attentes. Pourquoi opter pour les tests automatisés? L'automatisation des tests, en fait, fait partie d'une stratégie globale pour permettre aux équipes projets de livrer mieux, plus vite euh, et par incrément plus petit. Donc, elle permet ainsi de douanier les tâches répétitives et donc de se focaliser sur les tests et tâches à forte valeur ajoutée, telles que les tâches de conception et d'exploration. Du coup, c'est pour cela, il y a plusieurs raisons pour lesquelles être bénéfique, telles que le gain de temps et d'effort, qui permettent de gagner du temps et d'effort en éliminant les besoins d'exécuter manuellement des tests de manière répétitive, ce qui peut prendre beaucoup de temps et être sujet à des erreurs humaines. La réduction du coût, donc ils peuvent également réduire le coût en réduisant le temps nécessaire pour tester les logiciels ou les applications et en minimisant les erreurs qui pourraient être coûteuses à corriger une fois qu'un produit est mis en production. La rapidité en fait d'exécution des tests, les tests automatisés sont beaucoup plus rapides que les tests manuels. Euh, Aussi, en fait, pour une autre raison, c'est la réputabilité. Les tests auto, ils sont reproductibles, qui permet de s'assurer que les tests sont exécutés de manière cohérente et que les résultats sont fiables. Donc, ça contribue aussi pour l'amélioration de la qualité. Donc, ils permettent d'identifier rapidement les erreurs ou les bugs, ce qui permet de les corriger plus rapidement et améliorer la qualité globale du produit. Et aussi, on a une autre raison, c'est la couverture de tests qui est plus complète. Du coup, ils peuvent couvrir une plus grande partie du code ou des fonctionnalités que les tests manuels, ce qui permet de détecter plus rapidement les erreurs ou les problèmes de compatibilité. Donc, en résumé, l'automatisation peut aider à accélérer les processus de développement, à réduire les coûts, à améliorer la qualité globale et à augmenter la couverture des tests. Passons maintenant au type de test automatisé. Donc, les fameux pyramides qu'on connaît tous. Donc, on a le test unitaire, en fait, pour une partie du logiciel. Les tests d'intégration, c'est pour vérifier que chaque fonction marche et la fiabilité de modules entre eux. Les tests de système pour s'assurer que les logiciels sont conformes à ce que attendu. Et les tests d'acceptation euh, pour que l'utilisateur soit satisfait de la version. Donc, les tests automatisés présentent l'avantage d'être plus rapides dans ces différentes couches des tests, avec une délai d'exécution plus courte et en fait, et du coup, par rapport aux tests manuels. Du coup, en fait, pour opter aux tests automatisés, il faut penser tout d'abord à mettre en place une stratégie
d'automatisation pour déterminer les tests automatisés. Donc, il est important de suivre une démarche qui permet d'identifier les tests qui offriront le plus de valeur à l'équipe de développement et des tests. Donc, une fois, voici quelques étapes qui peuvent être suivies pour les déterminer parce qu'il y a plein de stratégies. Chaque entreprise peut mettre en place sa propre stratégie. Moi, je vous présente celle-là. Donc, une fois les tests listés, donc on parle de classification de tests selon leur fréquence. Donc, il est possible de les classer par fréquence à laquelle ils seront joués, en fonction des risques qu'ils couvrent et en fonction de l'effort nécessaire à l'exécution manuelle des tests. Après, on parle de l'automatisation des tests dont le produit criticité fois fréquence est élevé. Donc, les tests couvrent un risque extrêmement élevé. Ce que jouer très régulièrement seront les plus prioritaires, c'est-à-dire, en fait, ça correspond à une partie du logiciel régulièrement mise à jour. Ça correspond à des données particulièrement variables, ce correspondant à des comportements utilisateurs changeant dans le temps ou c'est exécuté dans des environnements très variés. Automatiser aussi les tests dont les produits fréquences fois effort sont élevés. Donc, viendront ensuite les tests ayant les produits le plus élevés. Après, les tests couvrant une fonctionnalité critique mais stable dans le temps pourront ensuite être ajoutés. Après, on choisit les tests qui sont moins fréquents ou plus complexes. Ces types de tests seront éventuellement étudiés au cas par cas. Et enfin, les derniers, ce qui demandent peu d'efforts, pourront être automatisés si l'équipe le juge nécessaire. Donc, en résumé, en fait, pour choisir les tests automatisés, il est important d'analyser la fréquence du changement, la variabilité des contextes, le charge de travail d'automatisation et la criticité de fonctionnalités afin d'identifier les tests qui offrent le plus de valeur. Qui contribue aux tests automatisés. Plusieurs membres de l'équipe de développement et des tests peuvent prendre part à l'automatisation des tests. Par exemple, les développeurs peuvent faire les tests unitaires pour les fonctionnalités qu'ils développent. Ils peuvent également aider à créer des scripts de tests automatisés pour des tests d'intégration. Les testeurs automatisés, eux, ils créent les scripts des tests automatisés pour les tests de régression, les tests d'interface utilisateur, les tests de performance et les tests de sécurité. Ils peuvent également aider à maintenir les scripts des tests existants. Les responsables de qualité, lui, en fait, il peut aider à déterminer quels tests doivent être automatisés. Quels sont les tests doivent être automatisés et à évaluer l'efficacité de l'automatisation des tests à long terme. Il y a aussi les ingénieurs DevOps qui peuvent participer à l'automatisation des tests en mettant en fait de pipeline et de build. Donc là, on parle bien de l'intégration continue pour en fait que l'exécution des tests soit automatique en fait par un planning défini, que ce soit chaque soir ou bien une fois quand on a un nouveau livrable, c'est l'équipe de VAPS qui met ça en place, donc avec les testeurs et les responsables qualité. Passons maintenant aux mesures d'efficacité de l'automatisation. Donc, voici quelques indicateurs couramment utilisés à cet effet. On a la couverture de test. L'automatisation permet de tester rapidement et de manière plus exécutive une grande partie du code. La couverture de tests peut être utilisée pour mesurer la quantité de code couvert par les tests automatisés. On a aussi le nombre de bugs détectés. Le nombre de bugs détectés peut être comparé entre les tests manuels et les tests automatisés. Comment on peut savoir en fait si un bug détecté par un test manuel ou bien un test automatisé? On peut, quand on utilise l'outil de gestion de projet, que ce soit Jira ou bien Azure DevOps ou bien TFS, taguer, en fait, ajouter un tag
Et quand on trouve un bug via un test automatisé, donc en fait, on tag le bug avec automatisation, par exemple, et comme ça, quand on va faire la statistique de bugs trouvés par les tests automatisés, ça sera facile. Euh, donc, on a aussi le temps d'exécution de test. L'automatisation permet de réduire considérablement le temps nécessaire pour exécuter les tests. Ces temps, en fait, peut être mesuré pour évaluer aussi l'efficacité du processus d'automatisation. Là, si on peut, par exemple, on prend un exemple d'un formulaire d'enregistrement des nouvelles personnes à une application. Alors, faire ça à la main et le répéter plusieurs fois dans la journée, en fait, ça peut prendre facilement, on va dire, une vingtaine de minutes. Euh, quand on fait ça avec un script de test automatisé, ça prend même pas 3 secondes. Donc, on gagne vachement de temps quand on fait des tests d'automatisation. Il y a aussi les coûts de la maintenance du test. Donc, le coût, il est lié à la maintenance régulière du test automatisé. C'est un facteur important à considérer pour garantir leur pertinence et leur fiabilité. En comparant les coûts de maintenance du test manuel et automatisé, il est possible d'évaluer l'efficacité de l'automatisation de test. Et il y a le fameux ROI. En fait, c'est le compromis gain-effort. C'est le retour sur l'investissement peut-être calculé en comparant le coût associé à l'automatisation des tests par rapport aux économies réalisées grâce à la réduction du temps des tests et la détection précoce de bugs. Et là, en fait, j'ai un exemple concret où j'étais avant. Euh, Avec un collègue, on a automatisé les tests de non-régression en un mois. Et avant l'automatisation de ces tests de régression, à chaque sortie des versions, on mettait 2 semaines pour tester les tests de régression. Une fois on a automatisé ça, bah, en fait, on fait 2 jours de tests de non-régression dans notre planning. Donc, on a gagné 7 jours de travail par version. Et ça a vachement soulagé les testeurs manuels. Ils ont été très contents parce qu'il y avait plein de fonctionnalités qui se répètent. Et même refaire toujours les mêmes fonctionnalités, du fois, on lâche, on dit, bah, je fais toujours le même tâche. Donc, quand c'est automatisé, on est tranquille et on est serein que, en fait, de nouvelles fonctionnalités, ça impacté, on a des détections précoces. Il y a aussi le feedback des développeurs et testeurs, donc la satisfaction de l'équipe, les retours d'expérience des développeurs et des tests sur l'efficacité des tests automatisés, l'impact sur la productivité, l'évaluation qualitative de l'impact des tests automatisés sur la productivité de l'équipe. Là, j'ai un exemple à vous citer. Donc, le feedback du développeur il est très, très important. Où je travaillais avant, quand le développeur veut modifier une fonctionnalité ou bien développer une nouvelle fonctionnalité qui dépend d'une ancienne fonctionnalité, là, il me contacte directement. Safa, est-ce que ça, c'est automatisé ou pas? Pourquoi il demande cette question? Pour quand lui, il a commencé sa dev, il est serein s'il va voir des codes qui sont, son code n'est pas top, ça va être détecté directement et du coup, il corrige son code avant de livrer. Donc, d'où en fait tous ces indicateurs en fait pour mesurer l'automatisation. Maintenant, passons à l'implémentation des tests automatisés. Donc, la mise en place des tests, de l'automatisation de tests peut être réalisée en suivant une série des étapes. L'identification des tests automatisés, donc il est important de commencer par identifier les tests automatisés, les tests qui sont répétitifs, qui nécessitent beaucoup de temps ou qui sont critiques pour la qualité des logiciels, sont candidats idéaux pour l'automatisation. Cette étape reprend des informations de la stratégie des tests, notamment les évaluations de risques et de la répétition de tests par acteur. Le choix de bons outils, il s'agit de choisir des outils d'automatisation de tests qui conviennent le mieux aux besoins de l'équipe. Les outils peuvent être open source ou commerciaux. Il est important de choisir celui qui convient le mieux à l'environnement de test.
La création de scripts de test, ce sont des séquences d'actions automatisées qui reproduisent des étapes manuelles d'un test. Il est important de créer des scripts clairs, modulaires et maintenables pour assurer l'efficacité à long terme de l'automatisation de tests. L'exécution de scripts de test, donc les scripts euh, doivent être exécutés pour vérifier le comportement du logiciel. Il est important de s'assurer que les scripts de test sont exécutés régulièrement pour détecter rapidement les problèmes éventuels. Les scripts nécessitent aussi une maintenance régulière pour s'assurer qu'ils restent pertinents et fiables. Il est important de mettre à jour les scripts en fonction des modifications apportées au logiciel ou à l'environnement de test. L'automatisation de tests doit être intégrée dans les processus de développement pour assurer une couverture des tests complète et une détection précoce du problème. Les tests automatisés peuvent être intégrés dans les pipelines de livraison continue pour exécuter automatiquement le test à chaque fois qu'une nouvelle version du logiciel est déployée. Maintenant, en fait, je vais vous présenter quelques outils d'automatisation de tests. Donc, le fameux Selenium, qui maintenant, c'est le premier. Après, il y a Cypress, il y a Robot Framework et il y a Playwright et Jmeter. Jmeter, c'est en fait outil pour faire les tests de performance. Et pour le reste, c'est des outils pour les applications web. Selenium, on peut l'utiliser aussi pour faire des tests sur des applications mobiles. Je vais vous faire une comparaison entre Cypress et Selenium. Pourquoi je choisis Cypress et Selenium? Cypress parce que je les maîtrise, parce que je travaille pendant 5 ans avec cet outil. Selenium, je suis en train de m'auto-former. J'ai pas mal avancé. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux outils parce que je les connais. Donc, pour Cypress, le langage pris en charge par Cypress, on n'a que JavaScript et TypeScript. Tandis que Selenium, on a Java, Python, Ruby, C#, PHP et d'autres langages de programmation. Pour les navigateurs pris en charge, Cypress, ça prend en charge les navigateurs Chrome, Edge, Firefox, Electron. Pour Selenium, on a plus, donc c'est Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera. Les frameworks pris en charge par Cypress, il y a uniquement Mocha.js. Selenium, il prend plusieurs frameworks tels que Junit et TestNG pour Java, Cucumber pour JavaScript et d'autres frameworks. Pour la configuration, donc Cypress, c'est trop simple. On a juste besoin d'installer Node.js sur nos postes et passer deux commandes pour avoir Cypress parce que c'est la librairie, la framework qui est déjà intégrée dans Node.js et on a besoin en fait d'un éditeur de code. Par exemple, Visual Studio. Pour l'installation de Selenium, c'est un peu complexe. Moi-même, j'ai galéré un peu pour l'installer parce qu'en fait, ça nécessite des téléchargements du pilote, des configurations de l'environnement, des dépendances. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas un background dev, c'est un peu complexe, un peu difficile, mais, mais quand on a la motivation, on peut le faire. C'est pas difficile jusqu'à qu'on ne peut pas l'utiliser. Pour la documentation, donc pour Cypress, en fait, c'est très intuitif avec une communauté en pleine croissance. Donc, Cypress, avant, il y avait la documentation presque n'était pas top. Maintenant, ça commence en fait à évoluer. Pour Selenium, donc la documentation, elle est bien établie. Ils ont un support communautaire solide de la part en fait des utilisateurs de monde entier. Donc, si je veux résumer, en fait, pour choisir un outil d'automatisation, il est nécessaire de peser en fait les avantages et les inconvénients de chaque option. Cela aidera en fait à évaluer quel outil fonctionne le mieux pour servir l'équipe et l'organisation à long terme. Par exemple, en fait, il y a des équipes testeurs. En fait, on trouve, par exemple, 6 testeurs fonctionnels et 3 testeurs auto. Et le responsable veut que tout le monde touche à l'automatisation. Et les testeurs, par exemple, fonctionnels, ils n'ont pas un background dev, je veux dire. Dans ce cas-là, par exemple, moi, je peux conseiller fortement Cypress
comme je vous dis, en fait, on n'a pas de dépendance à installer, on n'a pas des classes. Par exemple, pour Selenium, en fait, pour faire son code, on a des classes Java, après on a des classes test. Pour Cypress, on a directement, en fait, les éditeurs de code, on crée notre code et c'est bon, il est trop facile à apprendre et il est trop facile, en fait, à, à débugger aussi. C'est le premier pour le débugage par rapport à Selenium, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, si on veut que tout le monde touche à l'automatisation et qu'on a des différents compétences, donc moi, par exemple, j'ai dit il faut commencer par Cypress. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, si on est motivé, on peut apprendre peu n'importe l'outil. Euh, je vous donne quelques bonnes pratiques quand on va créer nos scripts de tests automatisés. Donc, déjà, quand on va créer des tests automatisés, il faut qu'on utilise des noms descriptifs et clairs. Donc, pour les tests et pour les fonctions, ça aidera à comprendre rapidement ce que fait chaque test sans avoir à lire tout le code. Et aussi, ça aide la personne qui prend en charge le review du code, en fait, de comprendre ce qui se passe dans ce code. Ça aide aussi pendant la maintenance de code. C'est par exemple, on a développé un test il y a longtemps et ce test aujourd'hui, il tombe en chaos. Ça sera facile de le maintenir parce qu'on a euh, les noms des fonctions sont clairs. Donc, on sait très bien, en fait, il appelle quelle fonction et pourquoi cette fonction fonctionne ou pas. Il faut qu'on évite les tests dépendants. Donc, chaque test doit être exécuté indépendamment des autres. Il ne faut pas faire des tests qui dépendent de l'état laissé par les tests précédents. Parce que si par exemple on a des tests qui dépendent des autres, on a 50 tests. Si le premier test passe, le deuxième test passe euh, et le troisième il est en échec, bah, les 47 tests ils sont en échec alors qu'il n'y a pas de bug, c'est parce qu'ils dépendent du troisième test qui était en échec. Donc il faut vraiment faire des tests indépendants l'un de l'autre. Il faut aussi utiliser des assertions appropriées qui vérifient précisément ce que vous voulez tester. Cela aide à identifier rapidement les problèmes en cas d'échec. Il faut structurer les codes de test en trois sections. Donc, préparation, c'est l'arrange, l'action, l'acte, on va faire quoi, et l'assertion, c'est l'assert, on va vérifier quoi en fait. Et il faut utiliser aussi des données de tests stables et prévisibles. Par exemple, utiliser des fixtures pour des données des tests prédéfinis et des mocks pour des réponses du serveur stable. Il faut toujours nettoyer son code. Euh, euh, En fait, par exemple, réinitialiser la base de données pour éviter les effets secondaires. Donc, dans ce cas-là, on parle de restauration. Donc, chaque fois on restaure, ça nettoie en fait les cookies. Donc, notre code, il est propre. Euh, et ça laisse notre base propre et on n'a pas beaucoup de données. Donc, la mémoire de base, des bases de données qu'on utilise pour tester, elle ne sera pas surchargée. Il faut aussi tester sur du navigateur et des dispositifs réels. Donc, euh, pour le but d'assurer que l'application fonctionne correctement partout. L'utilisation de sélecteurs robustes. Euh, du coup, comme en fait les data attributs, les data attributs, les ID et les classes et les CSS sélecteurs, c'est mieux d'utiliser de petits attributs HTML parce que ça change avec le temps et du coup, les tests ne sera pas stable il tombe en échec plusieurs fois. C'est pas parce qu'il y a un bug, c'est juste parce qu'en fait, on n'a pas utilisé les bons sélecteurs. Il faut aussi optimiser les performances des tests. Donc, quand on parle des tests auto, c'est en fait quand on fait des actions, par exemple, s'y connecter. Quand on s'y connecte, on appelle des API. Donc, dans ce cas-là, on parle des attentes, du wait. Donc, pour que tellement le test auto il va vite, donc il faut attendre ces API. Par contre, c'est bien, c'est un bon pratique d'utiliser des attentes. Par contre, les attentes inutiles, il ne faut pas l'utiliser.
pour éviter en fait le ralentissement des tests. Et aussi, il faut réviser et maintenir les tests, donc les code review, passer les tests en revue avec, si on a un collègue testeur ou bien un développeur qui, est, euh, qui fait partie en fait de l'équipe d'automatisation parce qu'il y a des devs qui font des tests API. Donc, du coup, il échange souvent avec les testeurs auto. Il faut aussi refactoriser régulièrement le code pour le maintenir clair et facile à entretenir. Donc, en suivant ces bonnes pratiques, euh, on peut écrire de tests automatisés fiables, maintenables et efficaces. Ça contribue ainsi à une meilleure qualité globale du projet et du logiciel. Là, je vais vous montrer une démonstration. Je suis en fait sur un site open source de Monocommerce. Je vais vous montrer, en fait, je vais faire un test qui va faire le registre. Donc, je vous montre les champs à remplir manuellement. Je pense tous, vous imaginez, ça va prendre combien de temps pour s'enregistrer. Une fois on fait l'enregistrement, on va se loguer et après, on va choisir, par exemple des chaussures. Euh, Tout ça, c'est un scénario. Euh, donc, on va cliquer ici. On va choisir le size. On va ajouter ça dans notre panier. On va visiter le panier. On va cliquer sur notre produit pour les vérifier qu'il est bien produit. On revient. On va faire un checkout. Pour faire le checkout, il faut se loguer. Et je vais juste m'enregistrer pour que je puisse me loguer pour vous montrer. Je vais m'enregistrer. Ok. Donc, bah, je me suis connectée. Je reviens à mon scénario. Donc, j'ai dit que je vais choisir ces chaussures, ces baskets. Je vais sélectionner la taille, la pointure. Là, je vais voir mon panier et je vais faire les check-out. Donc, pour faire les check-out, j'ai tout ça à remplir. Donc, là, avec vous, je vais faire juste les tests, les champs obligatoires. Il reste civil, mais dans mon test auto, j'ai tout vérifié. Là, en fait, on a 6 étapes pour confirmer la commande. Là, c'est par défaut, c'est ça, mais on peut choisir peu importe. Je continue. Je peux, par exemple, choisir crédit de carte. Je continue. Euh, je continue. Non, je vais attendez. Bon, je vais utiliser ça. OK. Et là, je continue. Hop, j'ai ça. Je confirme. Et après, bah, il me dit en fait que ma commande, elle est passée. Donc ça, je vais vous montrer ça avec Selenium parce que je suis en train de faire ça. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure de la complexité d'utiliser Selenium, là, en fait, par exemple, moi, je suis sur le site Notre Commerce. Ce que je vais vous montrer, en fait, c'était un register page. Donc, je fais une classe qui va détecter, en fait, tous les éléments avec des sélecteurs.
Et après, en fait, j'ai créé un test pour que je puisse appeler ma classe. Pareil pour la page login. Après, je vais ajouter un article dans le panier. Et après, en fait, je vais faire tout ce qui est checkout, les 6 étapes du checkout. Donc, pour faire avec Selenium, donc on a besoin de 2 packages, un package Java et un package test. Par contre, Cypress, on n'a pas besoin de faire des classes et des tests. On peut faire tout dans le même fichier et qui est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui commence les tests tout tôt. Donc là, je vais juste fermer les sites et je vais jouer les différents tests, les différents scénarios. Et ça, en fait, quand on fait un test comme ça, c'est un scénario complet. On parle bien du test end-to-end, c'est le test bout à bout. C'est un scénario complet. Donc là, je vais jouer le test. Il est en train d'exécuter. Et vous allez voir en fait la rapidité. Là, il ouvre. Donc voilà, là, il a fait l'enregistrement. Là, il va se loguer. Là, il choisit les chaussures. Voilà, le size. Et voilà, il va tout remplir. Hop. Et on a terminé le test. Vous voyez l'efficacité d'un test auto? C'était vraiment vite, vite, vite. Et ça, en fait, ça peut être plusieurs tests de non-régression parce que ce sont des cas critiques enregistrés. Une personne s'est connectée, c'est un test critique et ajouter un article et suivre le cycle de vie de l'article jusqu'à le paiement, ça fait partie des tests critiques d'une application commerciale, commerce. Donc, ces tests-là, si on va les faire à chaque régression ou bien à chaque modification de code, ça prend énormément de temps en fonctionnel. Alors, quand on a ces tests en auto, vous avez vu que c'était vraiment en fraction de secondes. Et ce qui est plus important, comme je vous dis tout à l'heure, qui en fait les DevOps, ils font ça on n'a plus besoin en fait de lancer, comme je vous montrais maintenant, via du pipeline. Du coup, en fait, les tests, par exemple, ils vont être exécutés le soir. Le lendemain matin, les testeurs auto, il arrive dans l'entreprise, il trouve son rapport des tests. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il va directement corriger. Donc, vraiment, c'est top pour gagner le temps. Je reviens. Pardon. Ouais. Donc, pour conclure, l'intégration de tests automatisés donc, transforme la manière dont les équipes de développement approchent la qualité logicielle. Elle offre des avantages significatifs en termes de détection précoce des défauts, de couverture de tests, de gain de temps, de fiabilité et de support aux pratiques de développement moderne. En adaptant des tests automatisés, les organisations peuvent non seulement améliorer la qualité de leur logiciel, mais aussi accroître leur agilité et leur compétitivité sur le marché. Pour trier les meilleures parties de l'automatisation, il est crucial de choisir les outils et les pratiques adaptées à l'équipe et au contexte du développement. J'aimerais bien vous parler en fait de fameux pannes informatiques qu'on a eu tous vendredi dernier. Ils ont dit c'est un bug, donc je juge selon ce qu'ils ont dit, que c'est un bug. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses, mais ils ont dit c'est un bug. Donc, en tant que testeuse automaticienne, je peux juger ça. Si on avait un test auto pour les upgraders, il va détecter ça avant que la mise à jour allait lancer et on avait un gros impact mondial sur toutes les entreprises dans tout le monde, les grandes entreprises. Ils ont même annulé plein de vols, plein de trains, plein de business. Pour moi, en fait, adopter les tests automatisés, vraiment, c'est un grand gain. Pourquoi je vous parlais ce fameux mise à jour, en fait, où j'étais avant, on utilise les tests automatisés avant chaque sortie de version. C'est pas avant chaque sortie de version qu'on lance les tests auto, c'est vraiment chaque soir.
Et on lance les tests automatisés sur différents environnements et différentes branches. Ça veut dire j'ai une feature 1, une feature 2 et le site pré-prod ou bien site qualif que j'ai mes tests dessus. Donc, dès que le dev développe la feature, la nouvelle feature, je branche mes tests auto sur ce nouveau environnement, je lance les jobs et ben, en fait, ça dépend le temps, peut-être 1 heure, 2 heures pour faire tous mes tests auto, une centaine de tests auto. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, ça sera détecté en précoce avant de sortir en fait cette version. Et, euh, et en fait, ça va handicaper les clients. Ça dépend les clients en fait qui utilisent ces logiciels. Donc franchement, euh, le fait d'automatiser ces tests, c'est un vrai gain et un vrai confort pour les devs, pour les testeurs fonctionnels et bah, en fait, et pour toute l'équipe R&D parce qu'en fait, avant de sortir une version, les tests auto, ils passent, la build, elle est verte, bon, on est tous sereins et contents qu'on a en fait une bonne qualité de produit. Voilà tout ce que j'ai pu partager avec vous aujourd'hui. Donc, merci pour votre présence. Et bah, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Moi, j'ai des questions. Bonjour. Oui. Sur ta présentation, j'ai vu que tu as séparé la partie DevOps de la partie test automatisé. Mais en fait, je me pose la question, est-ce que c'est pas le rôle du testeur automaticien de faire aussi la partie DevOps? Parce En que fait, oui, oui, si tu as des tests à lancer simultanément oui, sur plusieurs navigateurs, est-ce que tu vas pas utiliser par oui. exemple Docker pour lancer simultanément plusieurs stacks? En fait, la première question, c'est par rapport le DevOps qui vont faire Oui, l'intégration continue. oui, c'est ça. Euh, En fait, en général, c'est un travail de DevOps, c'est connu. Après, ça dépend de la taille de l'entreprise. Les deux entreprises où j'ai travaillé avant, c'était les DevOps qui font ça. Mais maintenant, je sais qu'il y a des testeurs auto qui sont intéressés par cette partie-là et que c'est un grand plus pour un testeur auto qui peut en fait mettre en place la partie en fait d'intégration continue. Euh, mais si on l'a pas, c'est pas gênant parce que c'est les DevOps qu'ils font, c'est connu qu'ils font. Pour la deuxième question, tu m'as dit on veut jouer les tests sur plusieurs environnements. Tu Sur plusieurs parles, navigateurs à la fois. Par exemple, si tu veux tester sur Chrome, Mozilla, Firefox en même temps. oui, en fait, on ne va pas le faire en même temps, mais en fait, tu as un script où tu vas, par exemple, au début, tu vas lui dire, bah, lance-moi le test sur Chrome automatiquement. Après, dans le script, une fois les tests sont terminés, donc on peut savoir avec, par exemple, un job quels tests sont terminés avec le résultat, on passe dans le même script sur Chrome, sur Firefox et après sur Edge. C'est faisable, mais ce n'est pas en même temps. C'est vraiment, c'est du job par job. Et sur D'après Selenium ce qu'on aussi, oui. Oui, d'après en fait ce que j'ai appris dans l'entreprise que j'ai fait, et je trouve que c'est logique parce que c'est impossible en fait de les lancer tous ensemble sur le même, de lancer le test sur 3 navigateurs via un seul serveur, tu vois. Voilà. Ok. Et sur la partie Selenium aussi, je crois que pour travailler avec Selenium, il faut connaître aussi un peu le Gherkin et Cucumber, c'est ça? Non, non, pas du tout, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai mentionné, je suis en train de faire une auto-formation Selenium WebDriver Java. Toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la stratégie et la politique de l'entreprise. Même Cypress, moi, dernièrement, j'ai formé en fait une testeuse qui est fonctionnelle, qui est très intéressée par Cypress. Bah, en fait, son entreprise, ils nous ont exigé de faire du Cypress, mais avec Gherkin. Ça m'a étonnée. Pour Selenium aussi, il y a plein de gens
qui choisissent Gherkin et Cucumber pour l'utiliser avec Selenium. Mais avec mon expérience personnelle, c'est une grande perte de temps parce qu'en fait, comme je vais vous montrer tout à l'heure, pour par exemple Selenium, on avait les Java Class et les tests. Déjà, on a 2 packages. Imagine, on a encore 2 packages de features de Gherkin. Ton test, il est en échec. Débugger sur Selenium, c'est pas trop facile comme Cypress, parce que Cypress, en fait, il te donne la ligne où ça marche pas. Par exemple, les tests, il est échoue, il te donne par exemple la ligne 200. Et du coup, tu vas directement sur la ligne 200 et tu vas chercher. Par contre, Selenium, bah, il te dit c'est quoi le type d'erreur, mais tu ne sauras pas vraiment quelle ligne qui ne va pas. Imagine, tu as par exemple 10 tests qui sont en échec. Donc, tu as à vérifier 10 fichiers classe et 10 fichiers test et 10 fichiers feature Gherkin. C'est une grande perte de temps de Gherkin. Et je sais, j'ai assisté à un webinaire justement c'est un débat par rapport à ça. Et il y a plein de gens qui ne veulent plus l'utiliser parce qu'en fait, franchement, tu as ton scénario qui t'est écrit sur un outil de gestion de test. Par exemple, SquatchTM ou TestRail ou peu importe, tu as ton scénario. Et tu as codé. Il sert à quoi, en fait, les Gherkin qui tu vas l'implémenter, en fait, que ce soit Selenium ou bien Cypress. Ça sert, franchement, quand le test il échoue, à perdre du temps. Et moi, en fait, j'ai vécu une expérience il n'y a pas longtemps avec une testeuse qui utilise Cypress avec Gherkin. Du coup, en fait, j'étais en train de la former. Elle commence. J'étais en train de regarder avec elle. Le test, il ne fonctionne pas. J'ai regardé les codes plusieurs fois. Il n'y a rien qui ne va pas. Tout va bien. Je reviens au fichier Gherkin. Et là, je trouve en fait qu'il y a juste un mot qui ne colle pas. C'est un mot français, c'est même pas un code. Et du coup, comme elle ne connaît pas du tout Cypress, elle est en train d'apprendre. Elle a perdu une journée entière parce qu'il y a un mot en fait qui ne colle pas. Il était répété. Donc, tu vois, le temps qu'on perd, c'est on utilise Gherkin. Après, il y a des gens qui aiment bien, hein, et parce qu'ils ont la, en fait, l'habitude de l'utiliser. Il y a des gens, en fait, quand on utilise un outil, ils disent, non, cet outil-là, en fait, je ne le laisse jamais, il va très bien. Mais franchement, moi, par rapport à mon expérience personnelle, Gherkin, c'est une perte de temps. Je ne sais pas pourquoi ils l'utilisent, les entreprises, jusqu'à aujourd'hui. Où j'étais avant, on n'utilise pas du tout Gherkin. Et on gagne énormément de temps parce qu'en fait, quand on a des tests qui sont en échec, je n'ai pas de vérifier d'autres fichiers à part mes fichiers script de test. Je pense que peut-être il utilise, en fait, comme c'est un langage humain, donc pour la compréhension de tout le monde, même ceux qui ne sont pas techniques, donc du coup peuvent bien comprendre le Gherkin. En fait, je pense que peut-être c'est ça le but. Et ma dernière question, oui, en fait, ouais. Vas-y. Et ma dernière question, c'était, est-ce que tu penses qu'avec l'apparition de ChatGPT, est-ce que tu penses que le métier de testeur automaticien a encore de l'avenir? En fait, parce qu'on peut écrire des codes sur ChatGPT avec... Ouais. Effectivement, en fait, j'ai assisté à plusieurs webinaires qui ont été faits par Smart Testing et All for Test. Je ne sais pas si tu les connais ou pas. Où en fait, ils ont parlé de l'avenir du qualiticien automaticien et fonctionnel aussi par rapport à l'IA. Il ne faut pas avoir peur. L'IA, elle ne va jamais prendre nos tâches parce qu'en fait, c'est un outil, ce qu'ils ont dit, hein, et je suis convaincue. Parce que l'IA, c'est un outil justement à faciliter la vie d'un testeur ou bien même un développeur, parce que le développeur, il développe aussi, il utilise du code, différemment qu'un testeur auto, mais ils sont aussi touchés par ça. Donc, en fait, ça ne va pas prendre nos places, au contraire, ça va juste faciliter la vie. Et en fait, comment on va, c'est pas ChatGPT qui va faciliter la vie. ChatGPT, quand on n'a pas des agents, c'est pas du tout en fait on parle de l'intelligence artificielle, on parle en fait d'un facilitateur qui va trop vite qui est en fait un moteur de recherche, tu vois. Mais quand est-ce qu'on parle de l'intelligence artificielle au niveau de ChatGPT? Quand on a des agents. Les agents, en fait, il va aider les testeurs à faire ces tests, vérifier ces cas de tests et tout.
un agent, il peut pas revoir le code, par exemple. Est-ce qu'on a en fait discuté justement au dernier webinaire, on lui a dit, bah voilà, on a le code. Qui m'a dit que ce code va marcher longtemps? Parce qu'il n'y a pas un testeur derrière qui va les lire. Il a dit, bah non, justement, là, en fait, où on va parler que la place, elle ne va pas être prise parce qu'il faut un être humain qui va vérifier le review du code. Autre chose, les agents, ça coûte énormément cher. Donc, est-ce que toutes les entreprises, ils ont l'argent, ils sont prêts de mettre l'argent pour acheter un agent et l'intégrer à ChatGPT? C'est une grande question. Autre question, la sécurité. ChatGPT, il n'est pas du tout sécurisé. On sait tous qu'en fait, il s'est nourri sur les données de tout le monde. Donc, il y a des entreprises qui ont l'argent, donc ils mettent en place leur propre intelligence artificielle, un peu sécurisée. Par contre, ça coûte énormément cher parce qu'en fait, ils le facturent par requête, mot à mot. Donc, est-ce qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour tous les produits, pour tous les métiers? C'est une autre question qu'on n'a pas encore la réponse, comme j'ai dit que par rapport au webinaire que j'ai assisté. Donc, est-ce que les entreprises sont prêtes pour mettre de l'intelligence artificielle sécurisée? Est-ce qu'elles sont prêtes de mettre des agents qui coûtent énormément cher? Est-ce qu'ils ont l'argent pour payer ces intelligences artificielles par mot à mot? On est limité. Est-ce que, si oui, est-ce qu'ils ont l'argent de l'implémenter partout pour les testeurs, pour les supports, pour les devs, pour les PO, parce que les PO, ça fait aussi le travail d'un PO. Tu lui donnes, tu lui dis, bah, mon client, il a besoin d'un site commercial, donne-moi des idées de user story. Tu vois, il te donne tout. Donc, est-ce qu'ils sont prêts pour payer tout ça? Et est-ce que l'intelligence artificielle, la dernière question, elle est efficace à 100%? Est-ce qu'on est prêt de lui donner la confiance à 100%, de faire le travail d'un dev, d'un qualiticien fonctionnel et automatisé, d'un PO? Et on met l'intelligence artificielle et on dit, bah non, on n'a plus besoin des employés. Est-ce qu'on est prêt de donner la confiance? Donc, tous ces types de questions, pour l'instant, on n'a pas la réponse. Et ce que disent les développeurs de l'intelligence artificielle, qui en fait, elle ne va jamais prendre la place d'un qualiticien, ça va réduire, c'est vrai, le nombre de postes, mais ça va créer de nouveaux postes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui savent utiliser l'intelligence artificielle. Et quand on dit ça, on ne parle pas de poser une question, hein, parce que quand on va parler des agences et tout, ça sera plus technique. Donc, pour l'instant, on est confiant que ça ne va pas supprimer le poste. Et au contraire, ça va créer d'autres postes. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, très clair. Je te remercie. Il n'y a pas d'autres questions? Si, moi j'avais une question. Tu conseilles Oui. quoi pour mettre des tests automatisés, pour mettre en place un projet de test automatisé sur du mobile? Pourquoi je te pose la Mobile, en question? C'est fait, qu'aujourd'hui, on est, enfin, en tout cas moi sur ma mission, ils veulent partir sur SidePress et, oui. et je me dis que Selenium serait peut-être plus puissant pour couvrir plus de scopes en même temps qu'un SidePress. Mhm. Du coup, est-ce que En fait, je pense mal ou oui. pas? Tu as déjà utilisé Cypress? Non, justement, c'est pour ça. Enfin, en fait, je me base juste sur les démos qu'on a eues aujourd'hui. Oui. Et ça me semblait Mhm. être plein de codes et même plus complexe que Selenium de ce que j'avais vu à l'époque. Et c'est pour ça que je pose cette question-là, vu que tu es en plein dans SidePress. Du coup, oui, j'ai la réponse. Et heureusement, en fait, avant de quitter mon ancienne entreprise, je faisais des tests auto sur la partie mobile. Et justement, en utilisant Cypress, on a travaillé 3 mois sur ces projets. Cypress, ça ne va pas du tout avec la mobilité parce qu'en fait, les interfaces, ça change tout le temps. Ça change énormément. Donc, c'est vraiment une perte de temps d'utiliser Cypress pour automatiser ces tests d'une application mobile.
Selenium, je sais qu'il y a des frameworks et des interfaces pour faire des tests auto, mais ça reste toujours, Selenium, c'est un outil qui est dédié aux tests des applications web. Par contre, il y a l'outil le plus fameux utilisé pour les tests des applications mobiles, c'est Appium. Je ne l'ai pas utilisé parce que moi, en fait, j'ai quitté l'entreprise avant de décider, en fait, si on va s'arrêter avec Cypress et on va mettre en place Appium ou pas. Par contre, j'ai lu pas mal d'articles et j'ai vu pas mal de démonstrations et il n'est pas difficile à utiliser. Il est simple à utiliser. C'est plus simple que Selenium en plus. Donc, voilà. Mais Cypress, je ne te conseille pas. Ça sera une perte de temps pour rien. Parce que nous, en fait, je dis, on a mis 3 mois. On a mis 3 mois, on n'avait que 3 tests. Franchement, juste se connecter, cliquer sur un bouton. Vraiment, c'est des tests banals. C'est juste pour tester en fait la stabilité de build. Et ben en fait, chaque jour, les tests ils sont KO. Ils ne comprennent pas. Et toujours, en fait, parce qu'en fait, les interfaces des applications mobiles ne sont pas du tout compatibles avec Cypress. Parce que nous, la stratégie, ils veulent mettre en place Cypress avec des tags pour, en fait, pour passer au lieu de passer en XPath, ils voulaient mettre en place des tags et donc identifier plus facilement les boutons et ce qu'on doit tester, le texte, etc. Les views. Oui, Est-ce que ça peut je travaille. faciliter ce Cypress ou au contraire, tu conseilles toujours, enfin, tu serais plus encore à partir sur Appium pour faciliter ces tests-là? En fait, le problème de Cypress, il est pas compatible avec une application web. Ça n'a rien à voir avec l'Expath. En fait, tu parles de ces lecteurs-là. Où je travaillais, on utilisait vraiment de data attributs. Et comme on travaillait avec Cypress, donc on a choisi l'attribut CY. Tu vois, donc toujours le bouton, les textes, toujours en fait, quand on va inspecter l'élément, on a toujours data Cypress qui est en fait c'est un sélecteur robust. Donc, ce n'est pas du tout problème de sélecteur, c'est problème en fait de compatibilité de Cypress comme outil avec en fait une application mobile. Ce n'est pas du tout compatible. L'Appium, en fait, c'est le fameux qui est utilisé par plusieurs en fait, entreprises. Et en fait, il est simple, comme je t'ai dit, en fait, j'ai regardé moi quelques démos, en fait, il est simple à utiliser. Donc, si tu arrives à convaincre ton entreprise, moi j'ai vraiment une expérience, on a perdu 3 mois pour rien. Après, en fait, avant de partir, je sais que le lead dev, parce que c'est lui, en fait, qui, euh, qui, euh, qui prend en charge en fait, la responsabilité de l'outil utilisé. Il nous a dit, bah, c'est bon, laisse tomber, on ne va plus parler des tests auto de l'application mobile, on va attendre un peu de temps pour savoir quel outil sélectionner. Mais après, moi, je suis partie, là, je n'ai pas de nouvelles sur ça. Mais je sais que Cypress, en fait, on a abandonné, en fait. Et en fait, pour Appium, je me rappelle de quelques caractéristiques. En fait, on n'a pas du tout besoin de compiler l'application mobile sur d'autres plateformes ou bien la configurer et la configurer. Et on n'a pas, il n'y a pas de nécessité en fait de l'installer sur un appareil. Tu vas l'avoir directement sur ton ordinateur si tu vas juste utiliser l'ordinateur. C'est un outil où en fait on peut utiliser plusieurs langages de programmation, que ce soit Java, que ce soit PHP, JavaScript, Python, tu peux utiliser ce que tu veux. Euh, En fait, il fait l'automatisation de Android, il utilise en fait la bibliothèque UI Automator euh, euh, parce qu'en fait c'est fourni par Google en fait dans le cadre de SDK. Et en fait, il peut contrôler en fait les tests sur Chrome et Safari. On peut aussi synchroniser les tests avec la dépendance en fait TestNG. On peut l'utiliser. Il prend en charge le test API aussi. Euh, donc, c'est une plateforme aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle est très facile en fait à configurer. Donc, c'est vraiment toi qui es responsable à choisir l'outil à sélectionner pour mettre en place tes tests auto mobilité.
franchement, je te conseille de choisir Appium. Et après, tu peux même regarder des articles et des vidéos de démonstration. Et tu vas voir si tu es convaincu ou pas. Mais Cypress, il faut éviter pour les applications mobiles. Ok, merci du retour. Du coup, moi, j'ai plus de questions. De rien, de rien. Moi, j'ai une question. D'autres questions? Oui. Je rebondis justement sur la question précédente. Pour un projet web, par exemple, admettons projet Angular ou React, entre Selenium et Cypress, enfin, comment on fait le choix sur quoi utiliser? Est-ce que ça dépend du métier, de la En fait, techno? Comme je dis tout à l'heure, en fait, choisir son outil, ça dépend des technos. Ça dépend aussi de capacité et des compétences des testeurs qui est en face. Euh, et du coup, c'est un Appium et Angular. Du coup, on parle de l'interface utilisateur. Du coup, pour gagner vachement de temps, il faut utiliser Cypress sans réfléchir. Parce qu'en fait, on va utiliser du JavaScript qui est très facile. On n'a pas installé de dépendance. On a déjà les dépendances par défaut installées. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé l'un de deux ou pas. Non, jamais. Justement, on pense à mettre Euh, Cypress dans la mission où je suis, mais j'ai oui. entendu parler de Selenium, mais je ne sais pas du tout la différence, les avantages de chacun. Et tu as un feedback dev ou pas? Pardon? Tu as un feedback dev ou pas? Feedback Tu dev, as déjà fait c'est-à-dire? des devs avant ou pas? Oui. Du coup, si tu as déjà fait des devs, tu peux directement avoir la réponse. Faire des JavaScript et des TypeScript, ça prend moins de temps que de faire des classes Java et des fonctions et des interfaces à appeler et des dépendances à installer à chaque fois. Du coup, en fait, tu vas tester la partie front. Donc, c'est une partie très simple. Donc, moi, je te conseille Cypress parce que déjà, il est plus rapide que Selenium. Je vais vous montrer, en fait, Selenium, ça va vite, vous avez déjà vu. Mais Cypress va vachement plus rapide que Selenium. Et pour débugger, c'est trop facile. Et il est les premiers, en fait, les premiers outils, de tous les outils d'automatisation au niveau du débugage, les plus faciles et les plus pratiques. En fait, ton test, il est KO. Tu as, un screenshot où ça te montre, en fait, la ligne, vraiment la ligne qui ne va pas. Alors qu'avec Selenium, et autre chose que j'ai aimé, moi, quand j'ai utilisé Cypress, on peut mettre ça Y, point pause. Du coup, tu mets des pauses et tu peux tester ton script ligne par ligne. Et tu avances, en fait, en cliquant sur OK, 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 comme le débugage sur Visual Studio, mais tu vas le faire vraiment sur l'interface de Cypress, alors que Selenium, tu ne peux pas faire de pause. Il faut vraiment jouer tout le test. Tu ne peux pas faire bout à bout. Et du coup, débugage, c'est difficile sur Selenium. Et moi, à ta place, je prends Cypress parce que si déjà, tu n'as pas utilisé les deux, Cypress, c'est vite fait en fait à monter en compétence. Et l'expérience que je te dis tout à l'heure, la fille que j'ai le formé 4 jours. Franchement, 4 jours, pas grand-chose. Elle est testeur fonctionnel, elle n'a pas de background informatique. Et franchement, elle a pas mal avancé, elle a pas mal appris parce que toutes les frameworks sont intégrés, donc elle n'a pas à installer de trucs. Et le dernier jour de sa formation, je lui ai montré Selenium, je lui ai dit, regarde, moi je suis en train d'apprendre ça. Quand on l'a vu, je lui ai montré en fait le package du tout. Et comment j'ai installé, elle m'a dit, bah non, ça me parle pas, je ne suis pas motivée de l'utiliser, ça me fait peur. Du coup, voilà, Cypress, en fait, il est trop facile à apprendre. Ok, ok. Eh ben, je te remercie pour la réponse. De rien. Moi, j'ai une question. Pour Oui, quelqu'un qui n'a jamais fait de l'automatisation, si la je n'ai pas personne veut entendu. le tester, Non, t'es très loin en fait. J'entends mal. ok, attends, excuse-moi. Tu m'entends là maintenant? Oui, là c'est Ouais. mieux. D'accord. Ok, du coup, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais fait de l'automatisation,
Si Mhm. la personne, elle veut commencer, tu lui conseilles quoi comme formation, comme certification et comme c'est quoi la roadmap qu'elle doit suivre pour s'orienter? Euh, du coup, en fait, tu veux te former à part. C'est pas au sein de l'entreprise où tu as ta mission. C'est vraiment pour toi. Comme ça, je peux répondre pour avoir en fait plus des éléments pour répondre à tes questions. C'est vraiment toi que tu veux apprendre Oui. à automatiser, c'est ça? C'est ça, ouais. Bah, en fait, je te conseille, euh, comme je dis, à utiliser Cypress. C'est facile. Je formais un ancien collègue qui a jamais fait de l'informatique. Il vient pas du tout du monde d'informatique. Euh, il a commencé à utiliser Cypress. Maintenant, il est très à l'aise avec. Les plans d'action à le faire, si tu as le droit, si tu as le droit d'utiliser l'application de ton entreprise, tu peux commencer à faire tes tests dessus. Sinon, il y a plein de sites open de démo, comme les sites que je vous montrais tout à l'heure, Démo pour commerce. Tu peux utiliser un site, tu fais tes cas de tests dessus et tu travailles. Pour faire la formation Cypress, tu as juste à chercher sur Internet. euh, Tu mets en fait cours Cypress, tu auras des vidéos qui vont te montrer l'installation et ils vont t'expliquer les deux commandes. Comme je disais tout à l'heure, on a juste deux commandes en fait à exécuter et on a directement Cypress sur nos projets. Et ça va en fait, et c'est vraiment de vidéos, de chaque vidéo elle est de 10, une dizaine de minutes. Ça va en fait t'expliquer c'est quoi Cypress, c'est quoi cette commande, pourquoi on l'utilise. Et une fois tu apprends ça, tu fais ton premier test simple, vraiment simple, juste par exemple, c'est connecté. Et après, c'est le pratique. C'est le pratique. Parce qu'en fait, une fois tu as compris comment ça fonctionne, et c'est trop simple, je t'assure ça. Les codes après, c'est du copier-coller. Tu as juste en fait à modifier ton code par rapport à ton test. Mais les commandes sont toujours pareilles. En fait, en Cypress, on a des commandes clic, on a des commandes type pour remplir un champ. En fait, ce qu'on utilise, hein, c'est vraiment ça répète. Pour avoir sa classe ou bien les sélecteurs, en fait, les data attributs ou bien ID, tu as juste cy.get et tu prends en fait ce que tu inspectes ton élément et tu le fais. Il est facile à apprendre, il est facile à débugger, il est facile à installer. Si la personne n'a jamais fait de dev, Selenium, il est un peu compliqué, mais j'ai toujours dit, et je l'ai dit toujours, quand on est motivé, on peut l'apprendre. Mais si on veut faire vite pour apprendre, Cypress, c'est le bon candidat. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas, parce que moi aussi, je suis en train de me former, de m'auto-former sur Selenium et j'ai en fait mis en fait ces plans d'action. Déjà sélectionné un site open pour que je puisse faire mes tests. Et après, j'ai cherché l'installation, les vidéos qui parlent des installations. Il faut vraiment choisir ces vidéos parce qu'il y a des vidéos où en fait la personne, elle fait vite. Donc, elle croit qu'on maîtrise l'outil, alors qu'il y a d'autres vidéos où vraiment ils font pas à pas. Donc, il faut choisir ces vidéos. Et quand tu regardes les vidéos, il faut pratiquer en même temps. Je regarde et je pratique. Regarder sans pratiquer, ça ne sert à rien. C'est une grande perte de temps. Il faut vraiment, la personne, elle dit, bah, je tape cette commande, tu vas taper directement cette commande. Déjà pour que tu vas voir réellement, elle fait quoi, la commande. Et après, ça va aussi t'habituer à taper les lignes de code de Cypress, par exemple, ou peu importe l'outil que tu vas sélectionner. Du coup, pour Cypress, il n'y a pas besoin d'apprendre un langage de programmation. Non, pas du tout. En fait, il y a des gens et des formateurs que je les écoutais, mais je suis pas du tout d'accord. Ils disent en fait, il faut apprendre HTML et CSS. On n'a pas besoin parce qu'en fait, on a juste à sélectionner l'élément. Je vais vous montrer en fait vite fait un test, mais je n'ai pas terminé, donc je ne vais pas l'exécuter.
pour voir en fait la différence entre les deux et vous allez peut-être être convaincu tout de suite, hein. Là, par exemple, en fait, je suis en train de consulter un site prévendu et je vais créer une commande. Donc là, en fait, c'est les sélecteurs. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre ton élément que tu as besoin. Par exemple, euh, comment on va les prendre? Par exemple, on a besoin de cet élément, le bouton continuer. On clique droit, on va faire inspecter. Du coup, là, tu n'as pas besoin d'apprendre ni HTML ni rien. Donc, tu vas prendre inspecter, clic droit sur l'élément, on refait ça. Hop. Et le bouton. Voilà, inspecter. Tu vois, quand je passe la souris, les curseurs, déjà, elle me met en blanc l'élément. J'ai besoin de prendre cet élément. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais des classes, des ID et de data attributes. Là, je n'ai pas des data, donc j'ai une classe, point bouton. Donc, en Cypress, tu vas juste sur ta page sélectionner l'élément avec la commande say.get. Et ça, c'est la sélection de ton élément. Après, tu vas cliquer. L'action, on a besoin de cliquer. Et je vous parlais tout à l'heure des attentes, des API qu'on va attendre. Donc, tu vas utiliser un wait. Wait aussi, en fait, tu as besoin d'un wait, tu cliques wait. C'est déjà, en fait, prédéfini dans les frameworks, tous ces commandes. Et tu vas attendre ton API. Là, par exemple, c'est notre action qui est différente, c'est la vérification de texte immobilier. En fait, là, ça ne fait pas peur, ça, c'est l'élément que j'ai sélectionné, c'est un titre. Donc, j'ai fait la commande cy.get et j'ai mis should contain, qui nous parle tous. Il faut qu'il a immobilier. Donc, je continue. Tu vois, là, tout ça, c'est le même. Donc, comme je t'ai dit, c'est des copier-coller. Tu vois, tu as juste à modifier ton code. L'élément, il change. Je ne suis pas dans l'immobilier, je suis dans l'automoto. Je change juste ça, tu vois. Donc, on a les fameux clics, on a les fameux vérifications de contenu du test. Je vais voir si j'ai un type. CTRL F. Non. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouais. Voilà. Là, par exemple, les sélecteurs les plus robustes, c'est les data attributs. Par exemple, eux, ils ont choisi les data types. Donc, si on trouve ça, c'est mieux qu'une classe. Là, par exemple, quand on a les dièses, on parle bien d'un ID. Et quand on a un point, c'est une classe. Donc, on n'a pas besoin d'apprendre le langage de programmation. Et là, par exemple, on a la commande type. C'est juste pour rentrer un texte dans un champ. Donc, c'est ça le fameux commande qu'on utilise en Cypress. Après, on va les copier-coller, bien sûr, les modifier par rapport à ce qu'on veut tester, et c'est tout. Tu as ces tests-là. Après, voilà, ces tests-là, et tu vas les jouer. Si test il est en échec, j'ai juste ce fichier-là à regarder pour savoir pourquoi il est en échec. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Cypress, c'est lui qui va me dire pourquoi, en fait, la ligne où ça ne va pas. Par contre, en Selenium, je reviens à mon fichier Selenium. Par exemple, comme je dis tout à l'heure, là, je vais faire la page registre. Déjà, regarde, j'ai des classes à créer. Donc, ça, c'est ma classe à créer. Ce n'est pas simple à comprendre parce que c'est du Java. Quand on n'a jamais fait du Java, ce n'est pas du tout facile. Donc, j'ai des classes, j'ai des constructeurs, j'ai des localisateurs, j'ai des fonctions à appeler. Et autre chose qui est très importante, il faut que je fasse la différence entre une classe publique, une classe privée. Donc, si on n'a jamais fait des devs, c'est pas facile à les faire. C'est faisable, mais c'est pas trop facile comme Cypress. Là, je te montrer cette page-là, c'est une page, une classe. Après, je suis obligée de créer un fichier register page test. C'est moi qui l'ai nommé, mais je m'y teste pour faire la différence entre la classe et ça. Et du coup, en fait, je vais créer ma propre classe dans ces tests-là. Je vais initialiser mes variables. Comme on a vu tout à l'heure, en fait, c'est un formulaire à remplir. Donc, on avait les first name, last name et tout. Et après, en fait,
m'obliger à, à faire ma méthode test et il faut que j'appelle ma méthode classe. Donc là, quand on fait des points, du coup, on appelle une méthode classe. Autre chose à faire que je ne vais pas montrer, je vais montrer tout de suite. Là, c'est la page test. Regarde ici, j'ai combien de dépendances. Là, j'ai des imports. Alors que Cypress, je n'ai pas besoin de faire tout ça. Dans la page, dans la register page aussi, je vais vous montrer. Hop, j'ai des imports. J'ai tout ça. Et pour jouer ces deux tests-là en Selenium, je suis obligée de passer par un fameux fichier qui est très connu en Selenium, c'est le POM. C'est un fichier POM où je vais mettre les dépendances. Et si je ne connais pas Selenium, bah, je ne sais pas quelle dépendance je vais mettre. Regarde là. Déjà, il faut mettre dépendance Selenium pour dire que je travaille avec Selenium, la dépendance TestNG, la dépendance Allure pour faire son rapport. Donc, on a ça à mettre en place. Si on ne connaît pas, ce n'est pas trop facile à prendre. Et après, on a les fameux fichiers, c'est lui qui lance nos tests, c'est le test NG, où à chaque fois quand je vais ajouter un test, là tu vois mes tests ici, j'ai 5 tests. À chaque fois, il faut que j'ajoute une classe et je nomme en fait la classe avec mon test. Il faut que je fasse attention que je ne fais pas de fautes de frappe pour que je joue mon test. Tu vois, là en fait, pour te montrer juste un seul cas de test, c'est registre. En Cypress, je peux faire ça juste un seul fichier. Je n'ai pas besoin de mettre un autre fichier pour qu'il lance les tests. J'ai juste ça à faire, écrire mon script et exécuter une commande cypress.open. Il va m'ouvrir Cypress. Mais je ne vais pas le jouer parce que je sais qu'il est en échec, parce que je n'ai pas terminé en fait ce qu'il faut faire. Juste pour te montrer, j'avais besoin de rien, juste créer un fichier et faire mon code. Et là, j'utilise en fait, je clique en fait sur les tests et j'ai 3 browsers à utiliser. Je peux sélectionner ce que je veux et je commence mon test. Donc, j'avais ça en Cypress. Par contre, comment s'appelle Selenium, pour les navigateurs, les browsers, on est obligé de télécharger des dépendances, sinon ça ne va pas marcher. Alors que Cypress, il y a tout dedans. Donc, si quelqu'un n'a jamais fait des tests auto, franchement, il y a Cypress à utiliser. Il y a aussi Playwright à utiliser parce qu'en fait, ça ressemble beaucoup à Cypress. Il est basé sur JavaScript. Toute la framework, elle est intégrée dedans. Donc, il y a ces deux, en fait, deux outils, je les conseille fortement. Après, si la personne elle a déjà fait des Cypress ou bien de Playwright, l'un de deux, parce qu'ils sont pareils, parce que c'est JavaScript, elle veut apprendre d'autres choses comme Selenium Java ou bien pour Robot Framework, pourquoi pas? Ça sera un plus pour la personne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser, c'est au contraire, il faut vraiment connaître plusieurs outils pour avoir plusieurs opportunités dans sa vie. Mais si on commence, je conseille vraiment soit Cypress ou bien Playwright. Ils sont tous les deux sur JavaScript et TypeScript. Tu n'as pas besoin d'installer que ce soit, comme je te montrais ici. Et c'est simple. Là, je te montrais plusieurs fichiers. Je ne sais pas si tu as compris ou pas. Par contre, là, je te montrais un seul. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Je suis d'accord, oui. J'ai bien compris ce que tu veux dire. Voilà. Merci pour ta réponse. De rien. Je reviens. D'autres questions? Moi, j'ai une dernière question de mon côté. Est-ce que tu auras des ressources pour Cypress, genre des liens de formation Udemy ou YouTube par exemple, que tu conseillerais? J'ai pas forcément en fait en tête les liens, mais tu peux m'envoyer un mail, je te donne les ressources. Et si tu commences à faire, si jamais tu trouves des difficultés, moi je suis disponible pour l'instant. Tu peux m'envoyer un mail et on peut faire un rendez-vous sur Teams ou bien euh, Microsoft Meet et je t'aide sur ça, il n'y a pas de souci. Ok, parfait. Bah, je t'envoie un mail sur l'adresse Alésia alors. Ok, ça marche.
Je veux bien que tu me mettes aussi dans le mail, s'il te plaît, Anas. Thomas. Ok, parfait. Je suis preneur Je aussi note juste. des liens, moi, sur SidePress. Ok. Je suis preneur aussi. Bien, merci beaucoup pour la présentation et les réponses. Bah, de rien. De rien. Oui, merci Savage.